moi c'est Joao. Donc actuellement, je suis, étudiant en doctorat en histoire. J'habite aux États-Unis depuis 2019 et avant ça, j'ai passé, presque 10 ans en France entre, d'abord Paris puis Marseille. J'y suis allé, 2 ans après le bac pour, continuer des études d'histoire. Ensuite, j'ai arrêté, j'ai travaillé et voilà, donc j'ai eu un parcours en France avant de venir aux États-Unis et avant la France, donc je suis né, j'ai grandi en Guadeloupe et j'ai quitté la Guadeloupe 2 ans après le bac. Voilà, donc c'est où j'en suis aujourd'hui et j'ai un blog que je tiens depuis des années. Je l'alimente plus beaucoup, mais voilà, j'ai été blogueur pendant, des années et pour parler de questions liées au racisme, aux diasporas afro-descendantes, aux questions du colonialisme et aussi en lien avec la Caraïbe. Voilà. Alors, c'est très difficile des fois tu sais, de pointer un truc qui est l'élément déclencheur. Par contre, c'est vrai que si je dois réfléchir au moment où j'ai commencé à m'intéresser à la possibilité de rejoindre des organisations politiques, c'est vrai que ça, c'est donc quand j'ai quitté la Guadeloupe et que j'étais dans le milieu universitaire Sorbonnard, voilà, en histoire. Donc, il y avait des manifestations qui renvoyaient d'abord à la vie étudiante, aux réformes de ce moment-là. Et donc, d'abord, le militantisme étudiant m'a amené à rencontrer des gens qui, eux, n'étaient pas que des personnes engagées dans des associations étudiantes, qui étaient aussi dans des syndicats qui eux-mêmes parfois étaient, peut-être parfois ou toujours, mais en tout cas liés à des partis politiques, aussi des organisations qui ne sont pas des partis, mais qui sont aussi voilà, des relais de théories, soit marxistes, féministes, etc. Antiracistes, c'était beaucoup plus rare. Il y avait un ancrage beaucoup plus fort dans le marxisme, le communisme que l'antiracisme, même si bien sûr il y a un lien. Et donc du coup, c'est un peu comment, en commençant à fréquenter des gens comme ça, que j'ai commencé à aller à des réunions sans nécessairement rentrer dans une organisation, aller dans des manifs. Et petit à petit, ce qui était au départ un blog plutôt du style journal intime, c'est-à-dire tu écris des choses parce que tu aimes écrire, qui parlent un peu de toi, mais anonymement, c'est-à-dire j'avais aucune visibilité sur les réseaux sociaux. Déjà, j'avais pas de réseaux sociaux à l'époque, c'était vraiment juste un blog où je parlais un peu de choses liées à moi, liées à la Guadeloupe, liées à ma vie étudiante. Et ensuite, ça s'est transformé au fur et à mesure de mes rencontres avec donc ces militants, ces étudiants et ensuite d'autres personnes au-delà des étudiants. Ça s'est transformé en blog d'actualité sur le racisme. Et après, au-delà de l'actualité, plus j'ai commencé à lire des théories politiques, plus j'ai commencé à faire des trucs avec les gens, ça a commencé à devenir un espace où aussi c'était, en tout cas, j'essayais de théoriser des choses que je ne trouvais pas nécessairement dans les milieux militants que je voyais, le lien sur la question raciale, la question de genre, des choses en rapport aussi avec la Guadeloupe, avec un discours que j'avais envie d'être, quand je dis radical, c'est vraiment au sens, c'est pas pour faire joli, mais radical dans le sens de revenir à ce qui est la relation fondamentale asymétrique entre la Guadeloupe et la France, qui est une relation coloniale et que malgré des évolutions historiques évidemment, et j'avais envie de participer un peu on va dire à la discussion théorique et politique et le blog a été ça et puis, le dernier point, c'est que quand j'ai quitté Paris pour aller à Marseille, là, j'ai rejoint officiellement une organisation et le Front uni des immigrations et des quartiers populaires et ça a été aussi un moment très décisif dans ma façon de comprendre le racisme en lien avec le capitalisme. Et voilà, donc ça, c'était un moment où j'étais très actif sur le blog et puis, entre-temps, ben, il y a toutes les tentatives de créer des choses avec les gens. À un moment donné, avec 2 camarades, on a essayé de créer une revue, panafricaniste. Elle a duré peut-être, il faudra que je revérifie, mais elle a duré peut-être, un peu plus d'un an. Hem Et voilà, bah, du coup, c'était un bon exercice de se confronter à comment est-ce qu'on trouve du monde pour, voilà, parce que l'écriture seule, c'est quelque chose, écrire sur son blog seul, c'est quelque chose, gérer une revue, c'est autre chose. Voilà, tu dois trouver du monde, tu dois, gérer aussi voilà, gérer ce que c'est que le travail en collectif et c'est très formateur et puis donc voilà, c'était une expérience aussi et puis il y a aussi des expériences politiques, un groupe, qu'on avait co-formé avec des amis qui s'appelait le MLA au moment où j'ai eu envie de me rapprocher du panafricanisme. C'était Mouvement de libération afro, c'était un moment précis autour de 2017 et ça aussi c'était formateur parce que c'est comment, bah, par exemple, on a envie de faire des choses, au-delà de la théorie qui soient pratiques et comment, bah, construire un groupe politique, ça peut être aussi, compliqué.
Donc voilà, donc je dirais que j'ai eu, une espèce d'expérience où en fait il y avait un mélange entre rejoindre des gens, essayer de faire des choses et certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. En tout cas, au sens où elles n'ont pas duré, aussi longtemps qu'on voudrait, mais qui ont été toutes, formatrices, voilà. Alors, c'est une bonne question parce que c'est un sujet qui est très débattu parmi les historiens, c'est la question de l'objectivité. Est-ce que l'objectivité est possible? J'ai l'impression que la question, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble que la question est tranchée sur le fait que ce n'est pas la recherche de l'objectivité qui doit guider les historiens, mais plutôt un effort, on va dire, d'objectivation. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on est, alors, on ne va pas le définir tous de la même façon, mais c'est-à-dire que je ne pense pas que, contrairement peut-être à certaines époques où cette question, cet effort réflexif et ce retour sur les conditions de la production de l'histoire étaient peut-être moins importants. Aujourd'hui, j'ai l'impression que on est à un stade où personne ne croit qu'il est neutre. En tout cas, si objectivité est entendue comme neutralité, je ne pense pas que c'est quelque chose qui, en tout cas dans la majorité des, des- des- des chercheurs et des historiens, que c'est quelque chose qui est cherché à être atteint. Par contre, là où il y aura des désaccords et des divisions, c'est ce qu'on va comprendre comme, eh bien, même si on n'est pas censé être même si l'objectivité, la neutralité n'existe pas, mais comment est-ce que on fait passer quand même un effort de, on va dire, scienticité et de méthode. Et, et globalement, quand on dit que la neutralité n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode et que du coup tout se vaut. Donc moi, je pense que c'est impossible de penser l'histoire en dehors de marquage idéologique, même dont on n'a pas nécessairement conscience. Donc il y a les positions qu'on a qui orientent la manière dont on lit l'histoire. Il suffit de lire l'histoire de la Révolution française racontée par des historiens de droite ou de gauche, même si ils ne s'annoncent pas nécessairement en tant qu'historiens de droite ou de gauche. Je trouve que ça donne quelque chose de différent. Et sur des sujets qui nous intéressent plus proches de nos problématiques, ben, la remise en question de ce soi-disant point de vue neutre de l'histoire a permis de faire voir que des choses comme l'abolition de l'esclavage étaient racontées de manière partielle avec la, la négation ou la minimisation du rôle des esclavisés eux-mêmes dans le processus de libération. Il y a aussi d'autres, ça ne concerne pas que nos histoires, ça concerne aussi, par exemple, ce sont des historiennes pour le coup, et c'est pas un hasard, ce sont des femmes historiennes qui ont questionné l'absence des femmes comme sujet social dans l'histoire, par exemple. Donc voilà, écrire une histoire des femmes en France, en Caraïbes, voilà. Donc il y a quand on prétend à la neutralité, en fait, on s'empêche de voir qu'il y a des biais qui sont des biais souvent eurocentrés et androcentrés dans la façon d'écrire. Donc, je ne dirais pas qu'il est possible d'écrire l'histoire sans idéologie. Par contre, il est possible d'avoir une méthode sérieuse tout en étant conscient de ses limites. Et moi, il me semble que, comme j'ai été introduit cette année dans le cadre de mes études, c'est pas ma spécialité, mais j'ai eu on va dire une spécialisation à côté de ce qui est ma major sur l'historiographie africaine. Et j'ai trouvé que ces questions-là, en fait, quand tu quittes des historiographies plus européennes, nord-américaines, tu as des débats dans l'historiographie africaine qui montrent que cette question de ce qu'on appelle histoire ou mémoire, ce qu'on appelle neutralité, etc., ce pas des questions qui sont posées de la même façon ailleurs. Par exemple, l'historiographie africaine, en tout cas moi dans ce que j'ai aperçu, euh, la place de l'histoire orale, comme l'Afrique est un objet d'étude qui est, on va dire, qui est quelque part dominé par des discours qui ont été longtemps des discours encore une fois, eurocentriques. La façon de faire l'histoire de l'Afrique a dû être repensée, déjà pour la sortir de l'équation entre histoire de l'Afrique et histoire coloniale, parce que ce n'est pas la même chose. L'histoire des empires, ce n'est pas l'histoire de l'Afrique, c'est un moment particulier et qui, même au moment où ça se passait, ne réduit pas tout ce qui se passe, ne résume pas tout ce qui se passe sur le continent. Donc j'ai trouvé que l'historiographie africaine, c'était une manière de voir comment, quand tu es confronté à un objet d'étude qui est, à cause des rapports historiques de racisme et de colonialisme, un objet historique euh, qui a énormément de clichés, de préjugés, de réductions dessus, mais comment les historiens doivent penser l'histoire autrement que ceux qui, en fait, ne se posent pas forcément la question des conditions de l'écriture.
de ce qu'ils font. Parce que quand tu travailles sur un objet minoritaire, comme on parlait tout à l'heure des esclavisés, des femmes, et on peut parler aussi tout à l'heure des sociétés africaines, euh, quand tu travailles sur un objet minorisé, tu es beaucoup plus sujet à des questions sur euh, tes biais, tes choix, etc., que quand tu travailles, par exemple, sur quelque chose qui est reconnu comme un objet légitime depuis longtemps et qui est travaillé par des personnes qui sont en position légitime depuis très longtemps. Donc, voilà, tout ça pour dire, il n'y a pas de, il y a pas de manière, il n'y a pas d'histoire sans, on va dire, point de vue derrière, sans condition de l'écriture. Écrire l'histoire quand on est dans une fac américaine, avec énormément de moyens, ce qui n'est pas le cas de toutes les facs, mais qui est le cas de beaucoup d'entre elles, ce n'est pas la même chose que l'écrire dans un contexte où on n'a pas beaucoup de moyens et de ressources pour mener à bien les recherches et pour s'inscrire dans le marché des publications et de la visibilité. Donc tout ça, ça pèse sur l'histoire, mais par contre, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on reconnaît ça que ça veut dire que tout se vaut, que dans tout, il y a une méthode. C'est-à-dire, même lorsqu'on remet en question l'histoire en eurocentrée, c'est pas pour dire que tout se vaut, c'est pour créer une méthode non eurocentrique. Mais ça reste une méthode, parce qu'il y a quand même un travail, c'est un savoir qui est créé, et donc un savoir avec des critères. Et c'est juste qu'il faut entendre que ces critères évoluent et doivent être questionnés, parce qu'il y a des biais derrière, mais on ne visera jamais l'absence de biais. Ce qu'on doit comprendre, c'est les biais qu'on a. Donc, par exemple, le biais qu'on peut avoir en fonction de l'endroit où on vient, des idées qu'on a. Mais mon dernier mot sur ça, ce sera de dire que l'intérêt de la recherche, ce n'est pas juste le travail d'un ou d'une chercheuse, mais c'est la somme des travaux mis en relation et qui, du coup, se répondent et permettent, du coup, d'avoir une vision plus large d'un phénomène en confrontant les différents biais. Voilà. Ben, le lien entre histoire et politique, moi, si tu veux, je dirais qu'il est... la politique, elle est un peu consubstantielle à l'histoire dans le sens où l'institutionnalisation même de l'histoire comme discipline, c'est un processus politique. C'est-à-dire le moment où on est passé de quelque chose où ce sont euh, fin du 19e siècle, des historiens, passer de gens qui sont des historiens à quelque chose qui s'établit comme discipline, institution, avec des reconnaissances étatiques, etc. Ça, c'est un processus qui est politique, qui n'est pas sans lien avec le contexte du pays à l'époque. Donc, si tu veux, il n'y a pas je ne pense pas qu'il existe, comment dire, il existe une dimension politique qui serait hors de l'histoire et qui parfois la rejoindrait. Ce qui, est, ce qui existe, c'est une différence entre, par exemple, une démarche de l'histoire qui est militante, par exemple, dans les contextes qui sont les nôtres, quand des gens comme des mouvements syndicaux, l'UGTG, des mouvements culturels comme Akio, quand ils travaillent sur l'histoire, quand ils transmettent l'histoire, on peut dire que c'est une démarche militante de l'histoire qui ne se confond pas avec la démarche académique de l'histoire, qui, elle, implique une certaine reconnaissance par des pairs, qui implique un salaire, qui implique un rapport à l'institution. Ce n'est pas exactement la même chose, effectivement, l'histoire militante et l'histoire académique, universitaire. Mais par contre, moi, je trouve que les deux sont politiques. C'est ça que je dirais. C'est-à-dire que l'histoire faite à l'université, ce qui la distingue de l'histoire militante, ce n'est pas son caractère apolitique, parce que ça n'existe pas. Ce qui la distingue, c'est son rapport à l'institution, c'est les critères par lesquels elle se reconnaît, qui encore une fois sont des critères validés par des pairs. C'est-à-dire que pour être un historien, c'est qu'il faut valider certaines choses d'abord en tant qu'étudiant, ensuite on devient docteur, ensuite on a, dans le meilleur des cas, on a un poste. Il n'y a pas des postes malheureusement aussi simplement que ce serait souhaitable. On publie, là encore, dans les meilleurs des cas, dans des revues qui sont des revues spécialisées, avec des gens qui relisent des comités de lecture, etc. Donc voilà, ce n'est pas que c'est un processus qui se distingue de ce qui est, par exemple, le travail de passionné, le travail d'association, de la mémoire, de la transmission. Mais il me semble que ce qui distingue l'un ou l'autre, ce n'est pas le fait que ce soit politique ou pas, c'est le type de rapport à l'institution, de rapport à l'État, et donc de rapport à comment dire, à la parole officielle, quelque part. Mais c'est un chercheur haïtien qui s'appelle Michel Rolf-Trouillot, qui a un livre qui s'appelle Silencing the Past, qui est une réflexion sur justement l'histoire, et qui réfléchit à l'histoire il réfléchit à l'histoire comme un champ de bataille, un terrain de confrontation entre des groupes hiérarchisés. C'est-à-dire que pour lui,
je redis avec mes mots, l'histoire, c'est quelque chose qui est en soi politique et qui met en jeu les rapports sociaux dans la société se jouent dans la production de l'histoire. Donc, et lui, ce qu'il disait, c'est que son approche à lui, c'est de ne pas refuser a priori certaines des narrations de l'histoire au motif qu'elles sont hors de l'université. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire que tout est bon dès que c'est hors de l'université, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire que tout est politiquement, comment dire, tout est, pas seulement politiquement, mais tout est dans le fond et politiquement valable parce que c'est à l'université. Donc l'idée, c'est de ne pas rejeter a priori les formes non professionnelles et non académiques de la production de l'histoire. Pas faire de hiérarchie entre les deux. Par contre, moi, je tiens à ce que la différence quand même soit faite entre les deux. Parce qu'il me semble que c'est important de comprendre la différence entre une histoire qui s'écrit avec l'appui de l'institution, avec les logiques institutionnelles, encore une fois, qui sont celles d'avoir un poste, publié, ce genre de choses, etc. Et une histoire qui s'écrit en dehors de ça. Et les tensions entre les deux, elles vont pas partir, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont produites par des historiens sur la Guadeloupe qui font pas toujours plaisir à des militants, par exemple, et inversement, des choses que des militants écrivent qui ne font pas plaisir, pas qui font pas plaisir, mais que des historiens vont contester. Ce rapport de confrontation sur le sens de l'histoire, etc., c'est quelque chose qui renvoie encore une fois aux rapports sociaux plus larges, c'est-à-dire comment, à partir de la position qu'on a, du rapport à l'État qu'on a, comment on pense le passé, et derrière cette interrogation sur le passé, il y a toujours un rapport au présent, au conflit du présent et la façon dont on imagine le futur. Et le dernier truc que j'ai envie de dire sur l'histoire et le lien avec la politique, c'est que quand il y a des polémiques, par exemple, que ce soit aux Antilles ou en France d'ailleurs, sur les questions qui sont liées, voilà, les rapports hiérarchiques, socio-économiques, les historiens peuvent être appelés par les journalistes à répondre, par exemple, à certaines mises en accusation et certains discours que les militants font. Et je trouve ça très intéressant d'observer que, en fait, souvent, ces manières dont l'histoire professionnelle rentre dans le débat public, en fait, ce sont des manières qu'il faut penser comme pas du tout neutres, mais qui parfois, malheureusement, ont pour fonction je dis bien parfois, pas toujours, mais en gros, de discréditer la parole militante. Et ce que je trouve intéressant, c'est que des gens comme, que je citais, Michel Rolles-Trouillot, eux, c'est des gens qui ont une approche où le rôle de l'intellectuel n'est pas tant de disqualifier l'histoire non professionnelle, même celle qui est parsemée parfois d'erreurs, parce que voilà, il y a des erreurs qui se répètent, mais c'est de comprendre le sens de ces erreurs et la production de ces discours. C'est-à-dire, pour donner un truc tout bête, sur des enjeux qui sont les miens, sur la prison, si un jour plus tard, je continue dans cette voie et qu'il y a des militants qui contestent la prison en Guadeloupe, par exemple, et en sortant des trucs sur l'histoire de la prison en Guadeloupe qui sont factuellement faux, mais qui sont dans un cadre où ils critiquent l'hégémonie en place pour la prison, bah, par exemple, moi, je refuserais une invitation pour dire que ce qu'ils ont dit est faux, les dates sont fausses. C'est-à-dire que si j'accepte de jouer le rôle de la personne qui a étudié la prison en Guadeloupe pour répondre à des militants, ce sera d'essayer de comprendre comment s'est formé leur discours, qui est un discours factuellement erroné, mais qui est quand même un discours qui s'attaque au pouvoir. Donc, comment est-ce que, pour moi, ça revient au rôle de l'intellectuel. Est-ce que le rôle de l'intellectuel, c'est de conforter l'hégémonie ou alors de la critiquer? Mais avec évidemment son bagage, qui est un bagage théorique, qui n'est pas celui de toute personne qui est politisée. Donc, moi, je dirais ça, et peut-être quand on va parler de là où je suis précisément, ça va se clarifier. Mais moi, par exemple, les gens qui me forment aujourd'hui, ce sont des historiens qui ont toutes les reconnaissances académiques de leur profession, mais qui, par exemple, ont un rapport à la politique qui n'est pas celui de, par exemple, des gens qui ont pu me former quelques années avant en France. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, eux, un truc où ils assument que, en tant qu'intellectuels et particulièrement historiens, ils ont une fonction et qui est celle de mettre du sens et mettre de la critique et contrer les récits dominants, contrer l'usage hégémonique de l'histoire, donc les romans nationaux, etc. Mais que même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec des discours militants qui sont erronés, d'intervenir dans le débat dans un sens qui, malgré tout, n'a pas pour finalité, le mot c'est finalité, de discréditer la parole militante, mais peut-être la corriger, mais réorienter la part critique avec les bons outils. Donc voilà, pour moi, ça revient à ça. Politique, histoire, c'est aussi quel est le rôle de l'intellectuel dans une société. Voilà.
Alors, je dirais que oui, ça a changé des choses parce que, alors, en lien avec la question précédente d'ailleurs, ça a changé des choses, mais c'était des choses que je pressentais déjà. C'est-à-dire que je savais que mon implication militante n'allait pas être un outil de, encore une fois, disqualification. Donc, je savais que en postulant aux États-Unis, la probabilité d'être, avec des historiens, encore une fois, reconnus avec tous les crédits, tous les la reconnaisse toute la reconnaissance universitaire, que ça n'allait malgré leur position, j'ai envie de dire, que ça n'allait pas être quelque chose qui, à leurs yeux, est considéré comme un problème de faire à côté des trucs militants. La preuve, ça fait partie des choses que j'ai intégrées dans mes dossiers de candidature et qui ont été regardées. Parce qu'on discute, on a discuté, par exemple, de choses que je pouvais écrire, de choses sur lesquelles je pouvais intervenir. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un contexte où, par exemple, on va me décourager à faire des choses qui sont des interventions militantes assumées en lien avec l'histoire. Il n'y a pas de personne ne va me dire attention, tu vas être discrédité, c'est pas sérieux. C'est pas du tout le point de vue qui est pensé. Et comme je te disais, au contraire, les gens même qui me forment là maintenant, ce sont des gens qui assument clairement dans leurs travaux un point de vue politique mais les objets qu'ils manient et le fait qu'ils aient contesté certains courants historiographiques avant font qu'ils sont obligés, quelque part, de se situer et d'expliquer pourquoi eux, ils vont être en rupture avec tel ou tel discours. Ça, c'est une chose. Et maintenant, donc ça, c'est la manière de penser l'histoire. Mais maintenant, pour ce qui est de la vision sur la Guadeloupe, par exemple, et la Caraïbe plus largement, je pense que je suis très content d'être dans un contexte où je suis sorti du face-à-face France Outre-mer, France Guadeloupe, où quelque part, mais ça c'est lié à mon rapport à la France, qui est un rapport, on va dire un peu aigri et le fait de ne plus être en France fait que je suis dans un espace que je vis comme neutre, qui n'est absolument pas neutre au regard des rapports d'hégémonie mondialement. Les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ça veut dire beaucoup de choses d'y être. Donc, au regard des rapports mondiaux, les États-Unis, c'est pas neutre. Mais je veux dire, au regard du rapport France Outre-mer, France Guadeloupe, je suis quelque part qui est un peu un troisième lieu et qui fait que j'arrive à réfléchir sur la Guadeloupe en étant moins, comment dire, moins agacé par le fait d'être en France, moins agacé par le fait que parfois il y a des présupposés et des lectures sur les Antillais, même implicitement par les gens autour de moi, parce que la Caraïbe française, c'est pas nécessairement, en tout cas là où j'étudie, c'est pas nécessairement la chose qui est la plus connue par les gens, et même de toutes les façons, ils n'ont pas forcément le même regard. Et en termes de contenu, par exemple, tu vois, je découvre des travaux de gens basés dans des universités américaines qui travaillent sur la Caraïbe française. Par exemple, j'ai découvert le travail, alors ça c'est très récent, de Yarimar Bonilla, qui est une anthropologue portoricaine, qui fait justement des liens entre la situation de Porto Rico en particulier et celle de Guadeloupe, Martinique, Guyane, pour penser ces questions de non-souveraineté étatique et à l'heure actuelle, tu vois. Et je trouve ça intéressant de voir comment, et elle le dit elle-même que c'est en tant que portoricaine qu'elle s'est posé des questions sur les autres endroits, par exemple, qui n'étaient pas indépendants dans la Caraïbe. Et je trouve ça intéressant de voir, du coup, une réflexion qui est menée peut-être en dehors de nos ressentiments, parce que moi, c'est vrai qu'en étant en France, c'est des choses que j'abordais avec ressentiment. Mais là, je vois quelqu'un qui pose ça avec ses propres questionnements sur Porto Rico et puis en dehors de ressentiment, parce qu'en fait, elle est pas, visiblement, elle n'est pas française ou elle n'est pas guadeloupéenne, donc elle apporte un regard extérieur sur quelque chose qui m'intéresse encore. Donc, du coup, ça fait que ça permet de croiser la vision de chercheurs guadeloupéens, de chercheurs martiniquais, avec la vision d'autres chercheurs caribéens, mais qui ne sont pas guadeloupéens ou martiniquais. J'ai découvert aussi le travail d'une historienne afro-américaine cette fois, qui s'appelle Elizabeth Heath, et elle a un livre que moi je trouve génial, c'est une comparaison sur la question de la canne à sucre à la fin du 19e siècle et les vignes dans l'Aude en France. Elle fait une comparaison sur les difficultés économiques des deux secteurs, en montrant comment, je surrésume, mais en montrant comment, sous la Troisième République, en gros, l'aggravation des conditions des travailleurs en Guadeloupe est liée en partie à l'amélioration de certains secteurs en France. Donc, elle montre comment il y a la relation coloniale et comment, pour gérer
on va dire, une situation économique, comment la, la, la situation de la colonie n'est jamais sans lien avec celle de la métropole et inversement, la métropole coloniale, etc. Donc voilà, c'est des gens qui, des choses que je connaissais déjà peut-être de la part d'historiens, encore une fois, antillais français, ben je les lis avec les yeux de personnes qui ont d'autres historiographies, d'autres façons de penser, d'autres méthodes. Et du coup, c'est ça que je trouve beau, c'est de voir comment, en fait, il n'y a pas la production d'une vérité sur la Guadeloupe ou sur la Caraïbe, mais c'est de différentes vérités et que selon que tu les lis avec des gens qui ont été formés aux États-Unis, selon que tu la lis avec des gens qui sont formés aux Antilles ou tu la lis avec des gens formés en France, eh ben, tu as différents points de vue. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée, c'est pas de dire que tout se vaut, mais c'est de dire que dans chacune de ces traditions historiographiques, il y a des choses qui se valent, peut-être d'autres qui se valent moins, mais que dans chacune, il y a des choses qui se valent et que du coup, c'est intéressant de confronter. Donc moi, c'est comme ça que je dirais que ça a changé, et en tout cas changé dans un sens positif, ça a enrichi ma lecture de ce que c'est que la Guadeloupe parce que, eh bien, voilà, je découvre d'autres gens, d'autres formations qui travaillent dessus. Voilà. Alors, ben, pour faire une définition rapide du panafricanisme, on va dire que très simplement, c'est un mouvement de libération qui a différentes séquences, on va dire, très bien expliquées dans le livre Une histoire du panafricanisme de Hamzat Boukari Yabara, qui s'appelle voilà, Africa Unite, et une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte, et donc pour les personnes qui veulent creuser. Et pour faire rapidement, disons qu'il y a plusieurs séquences. Il y a la séquence lutte contre l'esclavage, et avec la centralité de la révolution haïtienne. Ensuite, des mouvements plus type Back to Africa, avec les phases garvéistes un peu. Il y a aussi ensuite, donc voilà, point important, c'est que le panafricanisme, comme le montre cet historien Hamzat Boukari Yabara, est né dans la Caraïbe. Donc ça, c'est important peut-être aussi pour la suite de la conversation, c'est que c'est un mouvement qui est certes aujourd'hui très associé au continent africain et aux populations africaines, mais c'est un mouvement qui est né dans la Caraïbe. Donc je disais, première phase, lutte contre l'esclavage, abolitionnisme, ère des révolutions. Deuxième phase, garvéisme, back to Africa, avec toutes les tentatives et les contradictions que tout ça implique, les échecs, les complications, etc. Et aussi voilà, tout ce que ça peut questionner comme, tout ce que ça fait comme poser comme question et contradiction sur cette tentative-là. Et ensuite, le moment où, je surrésume, le moment où le panafricanisme, on va dire entre guillemets, arrive sur le continent africain avec des gens comme Kwame Nkrumah, où là, c'est une autre séquence qui s'ouvre, c'est la séquence de penser la décolonisation, penser les indépendances et la souveraineté, mais au-delà de l'État-nation. Donc voilà, Kwame Nkrumah, c'est quelqu'un qui proposait que l'Afrique s'unisse. Ses discours sont disponibles pour les personnes qui veulent regarder. Donc voilà, l'Afrique doit s'unir, etc. C'est quelqu'un qui a essayé de construire ce qu'on peut appeler les États-Unis d'Afrique. Et la nouvelle phase, on va dire, la dernière phase peut-être du panafricanisme, c'est ce moment du panafricanisme où, post période des indépendances, eh bien, voilà, il faut reconstruire un idéal de souveraineté au-delà de l'État-nation, dans un contexte où voilà, les États africains sont sous le feu de nombreuses critiques, euh, notamment de la part des populations, et voilà, des choses comme l'Union africaine, voilà, ça pose question sur leur volonté réelle de rupture avec l'hégémonie européenne. Voilà, donc je dirais mouvement de libération, différentes séquences, différentes branches aussi, on va dire, parce qu'il n'y a pas un panafricanisme. Certains panafricanismes sont plus tournés sur des aspects culturels, d'autres ont vraiment au cœur la question politique. Et voilà, aussi ne pas confondre afrocentrisme, afrocentricité et panafricanisme, même s'il y a des liens entre les deux, mais il y a on va dire, il y a des différences stratégiques et des priorités. Voilà. Alors justement, je ne sais pas si je dirais que ça me paraît important pour les Antilles comme quelque chose qui doit y venir. Par contre, moi, je dis que c'est important pour moi, dans ma vision du monde, mais on va y revenir plus loin peut-être. Ce que je pense par contre, c'est de regarder les expressions, ce qu'on peut comprendre comme étant les expressions du panafricanisme en contexte caribéen. C'est-à-dire plutôt que de vouloir qu'il y ait le mouvement, qu'il y ait un mouvement panafricaniste qui s'impose en Guadeloupe en ayant les mêmes formes que ce qu'il peut être ailleurs, notamment dans les diasporas occidentales ou par exemple sur le continent africain, voir plutôt quelles sont dans ce qui est guadeloupéen déjà, les forces politiques, syndicales, culturelles,
les nouveaux partis, le nouveau parti nationaliste, par exemple, voir en quoi dans ça, il y a des expressions, donc ça veut dire que ça ne se réduit pas, mais il y a des expressions du panafricanisme là-dedans. Et juste un truc pour faire court, c'est-à-dire que sur la question culturelle, des fois, on entend souvent des critiques disant que les gens, quand ils se disent panafricains, et parfois j'ai l'impression que c'est les afrocentriques qui sont visés, parce que ce n'est pas exactement la même chose, ceux qui se disent kémites et tout, mais qu'il y a des discours sur le fait que, voilà, sur le plan culturel, il y a des gens qui se vivent dans une espèce de fantasme de l'ancestralité africaine. Et si tu veux, moi je pense que c'est pas totalement faux hein, des fois, mais je me dis, on peut poser le problème autrement, c'est-à-dire c'est une des parts de ce qu'est la Caraïbe, de se reconnaître dans une recherche d'africanité, qui pour moi n'est même pas une recherche, mais qui est l'expression de ce que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la Guadeloupe, et ça, c'est pas commun qu'à la Guadeloupe, c'est toute la Caraïbe, dans chaque île de la Caraïbe, tu as des dimensions afro, on va dire, centrées, qui ressortent, qui sont plus ou moins investies par les gens. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va être là-dedans, dans ces trucs de recherche d'africanité, mais c'est pas parce que tout le monde n'est pas là-dedans que ça veut dire que c'est quelque chose qui est une forme d'aliénation et on regarde vers autre chose que soi. Non, moi je pense que la Caraïbe, c'est inclut aussi ça. Il y a des gens pour qui ça peut paraître évident, mais il y a des gens pour qui j'ai l'impression que chaque intérêt pour ce qui est africain est vu comme un renoncement à l'antillanité ou à la créolité ou à la guadeloupéanité, alors que moi, je ne pense pas que c'est des choses qui s'opposent. La Guadeloupe a une part évidente d'héritage afrodescendant et que celui-ci s'exprime plus ou moins culturellement, plus ou moins peut-être pour certains aussi politiquement. Et donc pour moi, je finirai sur ça, c'est de me dire que je pense que le plus important pour moi, c'est pas tant de, même si moi je me définis pas d'africaniste, c'est pas tant de voir le panafricanisme en Guadeloupe, mais c'est de voir comment ce que la Guadeloupe produit peut rejoindre d'autres mouvements de libération, qu'ils s'appellent panafricanistes ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'est-à-dire que la Guadeloupe reste dans son ancrage, mais c'est-à-dire tu as ta propre langue dans le concert anticolonial, mais tu peux rejoindre les autres aussi, mais dans ton propre truc. Moi, c'est aussi parce que je suis en diaspora que je parle cette langue-là, la langue du panafricanisme. Parce que, eh bien, en diaspora, on se rend compte en tant qu'afro-descendant de différents endroits. Donc, le panafricanisme, c'est une offre politique aussi en diaspora qui est liée par le fait que, en fait, on brasse un melting pot de personnes qui, des fois, veulent se rejoindre au-delà de la question nationale. Mais moi, par exemple, je me considère aussi nationaliste parce que je ne pense pas que ça se contredit d'être soit nationaliste ou panafricaniste ou pancaribéen. Peut-être on va en parler aussi. C'est une question importante parce que je pense que ça peut permettre on va dire, de clarifier des fois certaines choses qui sont pensées en tension, mais qui ne me semblent pas contradictoires. C'est-à-dire qu'un peu en lien avec ce que je disais avant, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre des mobilisations et des engagements pancaribéens et des engagements panafricanistes ou des engagements, encore une fois, nationalistes. Parce que, par exemple, très clairement, lorsqu'on est nationaliste, c'est qu'on pense le devenir de sa nation, de ce qu'on appelle sa nation, mais la nation n'existe jamais seule. La nation existe toujours en relation avec des gens. Donc le nationalisme, l'un de ses enjeux, c'est de transformer les relations entre la Guadeloupe et la France. Donc, transformer ne dit pas dans quel sens, mais en tout cas, c'est l'axe majeur, transformation des relations avec l'ancienne métropole coloniale, mais ça pose aussi la question des relations avec d'autres. Donc, relations avec la Caraïbe, relations aussi avec d'autres acteurs qui peuvent être nord-américains, européens, etc. Donc, je pense que on peut justement peut-être apprendre des engagements caribéens qui existent déjà, comme tu mentionnais, pour penser les engagements avec d'autres coins du monde, peut-être aussi l'Asie, notamment parce que nous sommes en Guadeloupe avec une population indo-descendante. Mais au-delà même des origines, c'est-à-dire que je pense que bien sûr, il y a une dimension affective et culturelle par rapport aux populations différentes que nous avons en Guadeloupe, mais même indépendamment de si on a des descendants ou pas, la Guadeloupe, si elle pense son avenir, elle pense son avenir dans le monde, en fait, elle peut se lier à plusieurs acteurs au-delà même de la question des origines. Donc, moi, je pense que la Caraïbe, oui, c'est évident parce qu'on est dans le bassin caribéen. Et tu mentionnais, par exemple, le CARICOM et ses enjeux. Je dirais plusieurs choses là-dessus. C'est que d'abord, par exemple, la Guadeloupe, elle est pas, comme la Martinique, elle fait partie de l'Organisation des États de la Caraïbe.
En anglais, je sais que c'est Organization of Eastern Caribbean States. Et donc, la Guadeloupe la Martinique aussi fait partie de ça. Donc, il y a déjà, malgré la non-souveraineté, il y a déjà des façons d'être en lien avec la Caraïbe. Et bien sûr, hein, ça peut aller plus loin. Et, mais ces engagements-là, par exemple, ne sont pas contradictoires avec des gens qui, par exemple, essaieraient de lier la Guadeloupe à des acteurs asiatiques, par exemple. Je dis ça au pur hasard, j'ai personne en tête en particulier. Mais par exemple, je me dis, oui, les liens qui sont culturels entre la Guadeloupe et l'Inde pourraient se transformer si les conditions historiques et les opportunités le permettent, en partenariat, on ne sait pas, par exemple. Mettons, c'est vraiment quelque chose que je dis à la volée, bah, ça n'empêcherait pas à ceux qui sont dans l'organisation, ceux qui travaillent avec l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, par exemple, euh, encore une fois, j'oublie le nom en français, mais c'est Organization of Eastern Caribbean States, bah, par exemple, ça n'empêcherait pas que ces gens-là fassent leur travail. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre on va dire les deux orientations, être centré sur la Caraïbe ou être centré sur les liens avec le continent africain. Euh, je pense que pour aussi comprendre ça, c'est vraiment se dire que la politique, c'est un ensemble de stratégies. Ce n'est jamais qu'une stratégie. Et l'ensemble des stratégies reflète l'ensemble des dynamiques d'une population. Et nos populations, comme toutes, elles sont traversées par différents enjeux et différents centres d'intérêt. Donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux régionaux, des enjeux qui sont culturels, etc. Il y a d'autres enjeux qui sont plus liés à la place, encore une fois, de la Guadeloupe dans les rapports internationaux. Donc, moi, je pense que vraiment, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Tout dépend de... Ce qui est intéressant, c'est le type de projets qui vont être menés. Et maintenant, si tu permets, comme tu as parlé du CARICOM, j'ai envie de revenir rapidement sur le fait que c'est intéressant de regarder ce qui se passe du côté de la Caraïbe, notamment anglophone, mais pas que, et regarder ce qui se passe, par exemple, avec le CARICOM qui a été invité en septembre 2021, j'espère que je me trompe, je crois, oui, c'est septembre 2021, qui a été invité par le président kényan Kenyatta à renforcer les liens. C'était le premier sommet Afrique-CARICOM. Et donc, je trouvais ça intéressant parce que ils avaient comme axe Covid-19, climat, lien économique, et c'était quoi le troisième truc? La question des dettes, donc public debt. Et je trouvais ça intéressant parce que je me dis, ben tiens, on voit comment. Intéressant pourquoi aussi? Parce que ce n'était pas une invitation de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique de l'Est. Et nous avons, la Caraïbe a des liens historiques peut-être plus forts avec l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est un président du Kenya, donc en Afrique de l'Est, qui est à l'initiative du premier sommet Afrique-CARICOM, septembre 2021. Vous pouvez trouver sur Internet les informations. C'était vraiment très intéressant à écouter. Et je me suis dit, ben tiens, voilà, en fait, c'est-à-dire que il y a un développement des relations Afrique-Caraïbes au-delà juste de la question culturelle, au-delà juste de la question du retour des origines, aller à Gorée pour aller à Gorée dans les voyages culturels et tout. Il y a aussi quelque chose qui se développe, qui existait déjà, mais qui, il me semble, se renforce autour de ça. Et un autre exemple que je peux donner aussi, dernier, c'est par rapport justement à la Barbade qui vient de devenir une république. Et en fait, le premier ministre de la Barbade, elle était invitée au Ghana pour les 65 ans de l'indépendance et elle a tenu un discours en mentionnant Kwame Nkrumah, la question des réparations, de même que en septembre 2021, le panafricanisme était explicitement mentionné dans le discours de certains chefs d'État. Il me semble que Kenyatta notamment, j'ai un doute, mais en tout cas voilà. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 21e siècle, il y a aujourd'hui des approches entre Afrique et Caraïbes qui ne sont pas que centrées sur, parfois, comme on peut l'entendre pour discréditer les gens qui veulent des liens Afrique-Caraïbes, qui sont que sur l'identité, etc. Non, il y a des liens qui se pensent parce que ce sont des nations qui se pensent et qui veulent penser leur place dans le monde au-delà du face-à-face Europe-Caraïbes, ancienne métropole coloniale et Caraïbes. Donc, je pense que voilà, la Caraïbe du CARICOM, elle peut nous donner en tout cas, ça peut être intéressant de l'observer, d'autant plus que la Barbade, encore une fois, vient d'être une république. Et donc, ça prouve bien que le développement en tant que nation, le développement en tant que nation dans un espace qui est l'espace ici caribéen, ne contredit pas, au contraire, va avec la recherche de différents partenariats et de différentes alliances dans le monde. Et que l'Afrique en fait partie. Voilà. Le truc aussi que je veux dire, c'est que l'intérêt du panafricanisme, encore une fois, au-delà de toute question d'origine et d'identitaire, c'est un intérêt stratégique
pour penser, c'est un intérêt géopolitique et stratégique dans le sens où euh, il y a des rapports de force nord-sud et il y a un intérêt pour des personnes qui ne sont pas en position favorable, comme les États africains, les États caribéens et certains des États asiatiques, certains des États sud-américains. Il y a des intérêts pour eux à s'allier pour faire face à la puissance. C'est un truc que j'aime beaucoup dire, la puissance répond à la puissance. C'est-à-dire que existe, c'est un peu la vision de Nkrumah d'ailleurs. C'est-à-dire que plutôt que de subir certains, comment dire, plutôt que de subir certaines choses en étant seul, un peu isolé ou dans des regroupements, des regroupements qui sont essentiellement régionaux, l'idée c'est d'associer tous ceux qui ont des intérêts qui ne sont pas nécessairement alignés sur les grandes puissances occidentales et les puissances émergentes asiatiques, ben, c'est-à-dire allier, se mettre ensemble pour, voilà, pour changer ce déséquilibre. C'est-à-dire c'est un équilibre mondial qui est fondé sur un déséquilibre, c'est-à-dire l'écrasement de certains acteurs, le pillage de certains pays, l'Afrique en premier lieu. Donc voilà, l'intérêt du panafricanisme, c'est que si la position des États africains ensemble change, ça change quelque chose dans les rapports de force mondiaux. Et la Caraïbe peut participer à ça. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que de manière automatique, quelque chose qui se passe pour l'Afrique a un effet positif pour la Caraïbe. Ce n'est pas ce que je dis, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il peut y avoir des intérêts communs. Donc voilà, encore une fois, l'intérêt pour la Caraïbe de la question du panafricanisme, c'est le même que l'intérêt qu'elle peut avoir avec d'autres continents, d'autres acteurs. C'est comment exister dans des rapports d'hégémonie qui sont des rapports, pardon, des rapports internationaux qui sont des rapports d'hégémonie et qui sont hiérarchisés. Voilà. Si tu veux, si on regarde du côté de ceux qui ont fait cette déclaration, je trouve il y a plusieurs choses à voir. C'est d'un côté, alors certes, un mépris qui reste le même, parce que c'est-à-dire qu'on répond non pas aux revendications des gens, mais à autre chose, avec un peu un côté euh, bon, ben, en fait, si je le dis avec mes mots, en fait, si ça vous emmerde tellement, bah, prenez votre autonomie et surtout une autonomie définie dans des termes qui étaient choisis à dessein pour la discréditer, c'est-à-dire dire, il y a de moins en moins d'envie d'égalité avec la métropole. C'est particulier de dire que l'autonomie, c'est envie de moins d'égalité. C'est particulier de le dire de cette façon. Donc, on peut dire, voilà, quelque chose de tactique qui peut être aussi dit et là, je parle vraiment en pure hypothèse parce que comme c'est quelque chose qui est en cours, peut-être qu'il faudra un recul, mais il me semble qu'on peut se demander s'il n'y a pas un changement de stratégie. C'est-à-dire les gens comme Macron, le Cornu, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas le même rapport à la question coloniale. Moi, je pense que ça reste des personnes profondément eurocentriques et qui ont une vision du monde qui pour moi reste coloniale et que c'est pas seulement avec nous que ça se voit avec leur rapport avec le reste du monde. Euh, mais qu'ils ont quand même peut-être un autre héritage. C'est-à-dire que encore une fois, hypothèse à vérifier, confirmer ou peut-être justement contredire plus tard. Il me semble que ces gens-là n'ont peut-être pas la même vision de l'importance des colonies. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, c'est des gens qui peuvent se dire, en fait, peut-être qu'on peut repenser, que c'est eux-mêmes qui seraient d'accord à repenser nos liens. D'autres, je sais que dans des époques aussi de la décolonisation, des fois, c'est les chefs d'État des métropoles coloniales qui réfléchissaient eux-mêmes aussi à repenser les liens, mais pour justement préserver, c'est-à-dire permettre que les liens soient repensés pour préserver une domination. Donc, je me demande quel genre de tactique ça reflète du côté de Macron et de Le Cornu de tenir ce genre de propos. Donc là, c'est du côté de ceux qui l'ont dit. Et encore une fois, c'est quelque chose de tactique et qui pose question. Est-ce que c'est est-ce que c'est au pays qui, dans la relation, est la force hégémonique, de dire aux gens, vous voulez l'autonomie. L'autonomie ne se pose pas dans ce sens-là. C'est quelque chose qui, en tout cas, si on veut la penser comme quelque chose de valable et comme un truc de libération, ça ne se pose pas comme ça a été posé là. Maintenant, s'il faut regarder nos propres contradictions, ça dit aussi quelque chose sur nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, je me suis peut-être trompé et je me trompe peut-être et peut-être qu'il faudra, là encore, sur lequel y revenir. Mais il ne me semble pas que ni les élus, ni les acteurs du mouvement, ni dans la population, donc trois segments différents, on va dire, qu'il y a eu, les gens ont embrayé le pas de cette discussion-là
j'ai plus l'impression qu'il y a une marche arrière. Et je me dis, ça questionne quand même nos contradictions. Parce que le sens de ce mouvement, c'était de dire, nous ne sommes pas eux. Eux, ils font leur loi. Nous, on ne veut pas du vaccin. Pour certains, si on ne veut pas du pass sanitaire, ce n'est pas exactement la même position. Des fois, on ne veut pas des deux. Mais avec l'idée, dans les discours, que on a des spécificités. Et je me dis, c'est nos contradictions qui sont soulevées dans le sens où on veut affirmer une position spécifique, mais en même temps, lorsque la question politique se pose pour que les conditions de notre spécificité soient possibles, on n'est plus trop là. Donc, moi, je me dis, il y a quelque chose que ça questionne. Qu'est-ce qui fait peur dans le choix de la transformation de nos relations avec la France? Qu'est-ce que ça dit comme contradiction dans nos sociétés de vouloir une spécificité, mais par contre, politiquement, non. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne ce moment-là pour, au-delà de Macron, le cornu, etc., au-delà de ce qu'ils sont eux, mais de réfléchir aussi à qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, de revendiquer une spécificité, mais de faire marche arrière chaque fois qu'on pose les conditions de possibilité de cette spécificité. On ne peut pas être spécifique quand ça nous arrange, euh, sur des questions, par exemple, d'ordre de santé publique, comme c'était le cas, et ça s'est posé avec le Covid, etc. Si on veut ça, il nous faut prendre les rênes. Ça ne veut pas nécessairement dire indépendance, ça ne veut pas non plus nécessairement dire autonomie, mais ça veut dire qu'il y a au moins une transformation des liens. Moi, je suis quelqu'un qui considère que l'indépendance, c'est quelque chose de légitime. Mais je veux dire, on ne fait pas, on ne pense pas tout seul, on ne fait pas tout seul, et c'est avec un peuple qui veut quelque chose qu'on avance. Donc, la question à se poser, c'est en tant que peuple, société, qu'est-ce qu'on voudrait comme transformation et qu'est-ce que tout ce moment sur l'opposition à l'obligation vaccinale et les réticences sur la vaccination, qu'est-ce que ça dit de nos contradictions lorsque la question politique, il me semble que la plupart des acteurs l'ont fuite. Par contre, il y a des gens, attention, qui continuent à poser la question du nationalisme et de la prise en main de nos responsabilités. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas posé, mais c'est juste qu'il y a un hiatus entre les gens qui étaient les plus vocaux pour revendiquer la spécificité sur la question vaccinale et ceux qui empruntent la question politique qui n'étaient pas nécessairement les plus dans l'opposition, mais qui étaient plus, peut-être, je le dirais avec mes mots, au-delà de la question du vaccin, dans la construction. Donc voilà, moi, ce que ça m'évoque, c'est, j'ai envie de dire, contradiction et en tout cas, ça veut dire qu'on a du travail pour la suite quand on veut s'impliquer dans la lutte du pays, en tout cas. Moi, j'ai envie de dire oui, mais par pur, comment dire, c'est-à-dire parce que c'est ce que je voudrais. Donc, c'est pour ça. Mais les conditions de quelque chose comme ça, elles ne se décrètent pas par des petits groupes de personnes qui décident qu'ils veulent ça. Donc, on est à une ère où, Dieu merci, ça a été remis en question, les mouvements politiques qui se considèrent comme des avant-gardes. Tu vois, c'était quelque chose de très à la mode à l'ère des décolonisations, du marxisme révolutionnaire, etc. C'est des gens qui considéraient, bon, on est d'accord avec un truc, il n'y a pas besoin de consulter le peuple. Nous, on veut la libération, etc., sous des formes qui ne sont pas nécessairement celles choisies par tout le monde, sachant qu'en plus, il y a des différences de classe sociale. Donc, tout le monde n'a pas intérêt de la même façon aux mêmes transformations. Donc, tout ça pour dire qu'à la base, pour moi, si on parle d'indépendance, il y a deux choses. Il y a un, ce que je voudrais, mais bon, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Et il y a ce que les mouvements politiques qui prennent en charge la question nationale, ce qu'ils arriveraient ou pas à créer comme adhésion populaire. La question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour des mouvements ouvertement nationalistes, des partis politiques notamment, c'est-à-dire ceux qui affrontent la question dans le sens politique, les élections, etc., etc. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, donc, en sortant des erreurs du passé, du truc de l'avant-garde, pas nécessairement ancré dans le peuple et tout, et je ne dis pas ça pour la Guadeloupe, hein, c'est quelque chose qui s'est retrouvé pas mal ailleurs, hein, cette coupure entre des mouvements révolutionnaires et les différents segments de la population. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'en étant fort de cet héritage-là, avec tout ce qu'il a comme succès et échec, est-ce qu'aujourd'hui,
des gens qui se posent la question nationale peuvent réussir en étant ancrés dans les différentes réalités de la société guadeloupéenne, créer une majorité, parce que la majorité, il faut la créer. Elle, comme tu le disais, elle n'existe pas encore, cette majorité qui adhère et qui est active sur la question de changer de statut, ne serait-ce que ça, avant même de parler d'indépendance. Donc, est-ce que c'est possible de fabriquer ce qui serait une forme de nouvelle culture politique? C'est très important, tu vois, je suis pas en train de dire que quand une idée est minoritaire, c'est pas bien. Ce que je dis, c'est que quand une idée est minoritaire, elle ne peut pas s'imposer autrement que par la force. On va pas être dans un modèle où quelques personnes vont venir imposer l'indépendance parce que pour faire ça, il faudra faire un truc armé. C'est pas ce qu'on veut. Là, on est dans un contexte où il faut créer une majorité. Donc, même si cette idée-là est minoritaire aujourd'hui, la question, c'est de penser les conditions de sa transformation en idée majoritaire. Et ça veut dire quoi? Créer une autre culture politique. Peut-être que quelque part, à vérifier, mais il me semble que peut-être quelque part, on est encore dans une culture de l'assimilation dans beaucoup d'aspects. Eh bien, comment est-ce qu'on crée euh, une culture qui dépasse l'assimilation et qui prend une autre voie? Je trouve que sur la question culturelle, justement, on a réussi à être hyper nationaliste, à penser pour nous, à défendre notre langue, nos musiques traditionnelles, etc. Donc la question, c'est vraiment sur la dimension politique. Comment est-ce qu'il est possible ou non de créer une nouvelle culture politique? Et il n'y a que dans le travail que des gens mènent déjà, et on souhaite que ça aille encore, que ça aille dans la réussite, que tous ces efforts-là apportent leurs fruits. Tu vois, vraiment le travail de terrain, euh, commune par commune, et en étant vraiment, encore une fois, ancré dans les réalités. Parce que pour donner à avoir envie d'une transformation du statut, il faut que ça corresponde aux enjeux quotidiens des gens. Euh, Accès à l'eau, qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi l'éducation, les programmes scolaires de nos enfants, la santé, et pas juste la question de l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est un gros nœud, mais au-delà, l'accès aux soins de manière plus générale. Et au-delà de l'accès aux soins, la question de comment on pense la santé, comment on pense la santé avec nos visions. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus en socio-anthropo, sur comment en Guadeloupe, il y a un rapport au corps qui ne peut pas être confondu avec celui qui est en France, par exemple. Donc, toutes ces questions-là, comment est-ce que les gens qui posent la question nationale, ils arrivent à en faire un bloc qui est une sorte de culture contre-hégémonique par rapport à la culture politique actuelle, qui est une culture en grande partie, pas que ça, d'assimilation. Donc j'ai l'impression que pour te répondre, le dernier mot, c'est que l'indépendance n'est possible que si les conditions, pas qui vont tomber du ciel, mais qui vont être travaillées, rendent possible une autre culture politique et comment dirais-je, une majorité qui, en fait, voit ses intérêts là-dedans. Et peut-être qu'il faut dire aussi un truc avant de laisser cette question, c'est que l'indépendance ne peut pas être présentée comme le salut. Je veux dire, on est encore une fois, on en a parlé plein de fois aujourd'hui, on a des rapports de force hégémoniques. Euh, L'indépendance de la Guadeloupe, c'est pas, ah ben, tous les problèmes vont se résoudre. Non, c'est que les transformations principales seront dans notre rapport à la France, seront dans ce qu'on est comme peuple, et ça peut être positif pour des trucs économiques, pour nos relations avec nos voisins caribéens, mais c'est pas, enfin, je veux dire, le monde reste un monde hiérarchisé, capitaliste, etc. Aussi, indépendance ne veut pas dire quelle forme. Est-ce qu'on est indépendant? C'est une camarade de Laurence Makiaba qui aime dire ça. Est-ce que c'est indépendant pour ressembler à la Barbade ou si c'est pour ressembler à Cuba, par exemple? C'est des modèles politiques qui ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est une question qui est légitime, mais qui demande les conditions pour la mener. Et moi, j'aimerais bien que toi et moi, la prochaine fois qu'on reparle, si on se revoit dans quelques années, qu'on puisse se dire, ah ben, on a avancé sur la question et qu'on est un petit peu plus près de ça. Bon, euh, hmm. Bon, peut-être celui-là, Roland, je ne sais pas si on voit bien, Roland Thésauros, l'itinéraire inachevé du nationalisme guadeloupéen par Germain Bottin. Je trouve ça très bien. Euh, par Jean-Pierre Sainton, Couleur et société en contexte post-esclavagiste, donc la Guadeloupe à la fin du 19e siècle. Et alors, je ne sais pas en quelle année il est paru celui-là. Il est paru... Attends. Parce que le premier que j'ai montré, Thésaurus, c'est 2019. Là, c'est 2009. Et là, un peu plus ancien, le défi culturel guadeloupéen, donc de Dany Bébel-Gisler.
Euh, Lui, il est paru en 89. Donc voilà, dans trois décennies différentes. Alors, bah déjà, bravo pour ton travail. Je trouve ça super cool et je suis très content qu'on ait pu échanger. Ouais, bravo à toi, toutes les personnes aussi comme Our Caribbean Figures, Identites et tout. Enfin, tout le travail que vous faites de rendre accessible la culture caribéenne. Donc voilà, big up pour toi et voilà, continue. Et aussi, ben, je nous souhaite, en tant que peuple et aussi en tant que diaspora aussi, je nous souhaite de nous retrouver sur des enjeux communs qui vont améliorer la situation de nos pays et de nos diasporas aussi. Et peut-être c'est ça le mot de la fin que j'ai pas tellement, dont j'ai pas tellement parlé aujourd'hui, c'est de dire que en fait, le travail que des gens comme toi font aide à ce que la diaspora se connecte aux enjeux du pays. Je trouve ça très important parce que pour moi, une nation ne se pense pas sans penser sa place à l'étranger. C'est-à-dire que voilà, les grandes puissances pensent leur place à l'étranger. Les grandes puissances, elles n'ont pas que leur ressentissance chez elles défendent leurs intérêts aussi par des acteurs à l'étranger. Et donc, voilà, de quelle façon nous, même si nous n'avons pas encore peut-être l'État guadeloupéen, mais quand même malgré tout, comment est-ce que nous, Martiniquais aussi, Guyanais, Réunionnais, etc., Mahorais, comment est-ce qu'on arrive à défendre les intérêts de nos populations, défendre les intérêts de nos pays dans les endroits où on est. Et donc, je trouve ça voilà, très important, c'est que la diaspora, dans les limites qui sont les siennes, mais qu'elle se connecte quand même aux enjeux du pays. Voilà.